C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve une fois encore sur l'émission Free Speech pour évoquer tout sujet d'ordre politique, économique, social ou tout autre. L'employabilité de la jeunesse, notamment celle diplômée, cause beaucoup de soucis pour nos gouvernants de nos jours. Comment trouver une meilleure orientation professionnelle afin de réduire le taux de chômage est devenu une grande préoccupation qui amène divers acteurs à réfléchir nuit et jour sur la question. Certains, comme l'invité que nous allons recevoir aujourd'hui, depuis plusieurs années, tentent de proposer quelques pistes de solutions pouvant permettre à toute personne active, notamment des diplômés sans emploi, de trouver une autre corde à leur arc afin de tourner dos définitivement au chômage de façon définitive. Et notre invité a pour nom Chidéic Sessou Carlos. Voilà, merci d'être là. Bonjour M. Assogba, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, vous êtes conseiller en orientation socio-professionnelle, coordonnateur du projet La Seconde Corde à Monac, c'est bien ça? C'est bien cela, merci. Merci d'avoir honoré cette invitation. C'est moi. Alors, aujourd'hui, nous parlons de chômage qui est devenu une grande préoccupation, je l'ai annoncé en titre. Selon vous, quel est l'état des lieux aujourd'hui au Bénin en matière de chômage? Merci bien, M. Assogba. D'abord pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, c'est vraiment capital. C'est la preuve que vous, particulièrement, et votre chaîne, avez vraiment le souci de voir cette jeunesse vraiment se retrouver dans un état sans difficulté, dans un état de satisfaction, dans un état, comme vous l'avez dit, loin de tout souci, loin du chômage, parce que c'est une réalité aujourd'hui que la jeunesse béninoise souffre, ne nous leurrons pas, les gouvernants font beaucoup d'efforts, mais toujours est-il que les réalités sur le terrain vraiment demeurent telles qu'elles sont. Et donc, merci beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cet intérêt. Alors, quel est l'état des lieux que nous faisons? C'est celui que vous partagez également, c'est celui auquel vous êtes soumis tous les jours, au notre quotidien. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une jeunesse qui aime bien travailler, une jeunesse active, une jeunesse engagée, une jeunesse qui, par la force, par l'aide des parents, a su donc aller à l'école, on va le dire de cette façon, pour acquérir le savoir, les compétences, une jeunesse donc qui a les diplômes, si vous voulez, mais qui malheureusement se retrouve à la maison, qui malheureusement est victime, d'accord, du chômage, est victime soit elle se retrouve dans les rangs des diplômés sans emploi. Nous sommes également confrontés, nous connaissons aujourd'hui également une jeunesse qui se contente du peu, pas parce qu'il faut pas rêver, pas parce qu'il faut exagérer, mais une jeunesse qui n'a plus le choix que de se contenter du peu, donc je veux dire des jobs. On a un diplôme dans un domaine donné, mais parce qu'on n'a pas une issue dans ce domaine. Parce que le marché n'est pas actif pour recruter, ils sont obligés de faire avec les moyens de bord. Ou parce qu'il n'y a pas des opportunités dans ce domaine, ou parce que le diplôme que tu as obtenu, que ce dernier a obtenu, le besoin sur le marché ne s'attend pas forcément à ce diplôme. On se contente donc du peu, on fait de petits jobs, on crée comme on peut, on prend comme un peu des initiatives pour pouvoir donc s'en sortir. Et finalement, le résultat n'est pas vraiment ce que cela devrait être. La finalité n'est pas vraiment ce que cela devrait être, mais chacun se débrouille comme il peut, avec espoir, d'accord, que le lendemain sera meilleur. Et du moment où on se bat, on se dit demain ce sera mieux. Alors l'état des lieux, c'est peu pathétique, si on pouvait le dire ainsi, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on lit même sur les réseaux sociaux des annonces où quelqu'un qui dit avoir bac plus 5, master, licence, est à la recherche d'un emploi. Cela voudra dire tout simplement, vous l'avez dit, si on devrait résumer ainsi, le marché de l'emploi aujourd'hui rétrécit de plus en plus et n'arrive pas à contenir le monde que drainent des formations universitaires. Alors, dans ce cas, quelles seraient normalement les réelles causes d'une telle situation? C'est vrai,
par le passé, on dit souvent, lorsque vous allez à l'école, c'est l'emploi qui vous attend. Mais aujourd'hui, on va à l'école, mais nous, on attend plutôt l'emploi. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette réalité, si on devrait partir, n'est-ce pas, de cette formation à la base? Ok. Alors, je vais partir de quelques exemples donc pour répondre à votre préoccupation. Pour ce que nous avons appris, nous, notre génération, est-ce que nos parents ont eu l'aimabilité de nous compter, de partager avec nous, c'est qu'il y a quelques années, donc après l'indépendance notamment, lorsque vous finissez votre formation ou que vous avez déjà le BEPC, le bac, c'est que l'emploi vous attend. Si vous ne voulez pas forcément rentrer dans le monde professionnel de sitôt et que vous êtes quand même brillant, c'est que vous êtes ambitieux également. Il y a des bourses de formation qui sont des bourses universitaires qui sont disponibles, et donc vous allez voir que autour de vous, dans votre quartier, dans votre maison, Monsieur Assogba, certainement, il y a un papa qui va dire mais que lui, il a fait sa formation en Russie, qu'il a fait sa formation en France, en Corée, à l'époque. Voilà, on a beaucoup de parents comme ça dans nos quartiers, dans nos familles. S'il y a ces opportunités qui existaient en ce moment-là, ce n'est pas qu'aujourd'hui que ces opportunités n'existent plus. Ces opportunités existent toujours, à mon sens. Mais la cause, donc je vais donc répondre à votre question, c'est la question maintenant de la démographie, ou si vous voulez, le problème de la démographie. Si nous prenons l'exemple de l'université d'Abomey-Calavi, en fonction des récentes informations que j'ai eues, nous avons à peu près 90 000 étudiants régulièrement inscrits pour le compte de l'année en cours. 90 000 étudiants, et donc si vous allez dans les amphithéâtres, surtout dans les facultés, on se retrouve avec 3 000 étudiants dans un amphithéâtre, 2 000, et quand tout va bien, tout est heureux, c'est qu'il y a 1 000 ou 500 étudiants. Tous ceux-là vont finir par obtenir leur diplôme à la fin de leur formation et espèrent trouver un emploi, donc, et c'est ce qui est normal, on est d'accord. Lorsque vous travaillez, lorsque vous suivez, je veux dire, une formation, vous avez un diplôme, c'est pour donc faire valoir donc vos compétences, c'est pour donc aller sur le marché de l'emploi. Mais il se fait que, en ce qui concerne d'abord la question des opportunités de bourse, s'il y a 50 000 étudiants qui sont censés, enfin, qui sont de probables candidats à cette bourse, et que, je dis n'importe quoi, 20 000 sont brillants, et donc qui méritent vraiment cette bourse-là, alors qu'il n'y a que 100 bourses, 500 bourses disponibles, donc réparties dans tous les pays, dans l'ensemble du monde entier, 5 pour aller en Chine, 10 pour aller en France, etc. Vous êtes d'accord avec moi que le taux d'échec, je vais appeler ça comme ça, sera vraiment plus élevé que ce qu'il y avait il y a 60 ans, il y a 50 ans. Tout à fait, tout à fait. Et donc les jeunes qui ont pleuré, les jeunes de ce temps-là qui ont pleuré, qui ont dit je n'ai pas pu obtenir une bourse alors que j'en ai besoin, alors que j'en ai envie, ce serait peut-être une dizaine, une vingtaine. Mais aujourd'hui, c'est des centaines de mille. Voilà, vous avez répondu. C'est des milliers de jeunes qui aujourd'hui vont dire, alors, on veut bien avoir cette bourse, mais on n'a pas eu la chance. La même chose au niveau de l'emploi également. Et donc l'écho dans la société sera grand. On va dire, aujourd'hui les jeunes n'arrivent plus à avoir de bourse, pas parce que ça n'existe pas, ça existe, mais parce qu'il y a une question d'effectif qui se pose. Et c'est la même chose, comme vous l'avez dit, du côté de l'emploi, de l'employabilité, donc de l'insertion professionnelle. On est 50 000 à être régulièrement inscrits. À la fin de chaque année, chacun fait l'effort de valider les unités de valeur, donc de passer d'une année à une autre. Et au bout de 3 ans, si on commence ensemble, d'avoir la licence, on aura donc nos licences, pareil pour le master, etc. Tous ceux-là souhaitent bien aller sur le marché de l'emploi, mais malheureusement, celui qui doit recruter n'a plus de place disponible. Qui recrute? Premièrement, c'est l'État béninois. Dans le cas d'espèce, on est au Bénin. C'est l'État béninois. Mais l'État n'a plus de place disponible à offrir. L'État va recruter où? C'est les ministères, c'est les directions des sociétés d'État, c'est les directions départementales, etc., etc., ou dans des structures privées. Voilà, il y a également les structures. Parlons d'abord de l'État. Et donc, c'est saturé.
celui qui est recruté, il faut attendre 30 ans. 30 ans. Et avec la loi... avant qu'il ne cède sa place à quelqu'un d'autre. Et avec la loi votée, si je me trompe, en 2019, c'est qu'il faut, même si vous avez fait 30 ans, d'accord, de fonction, si vous n'avez pas encore 60 ans, 66 ans, tout à fait, vous devez rester encore pour servir votre nation. Et pendant ces 30 années, il y a de milliers de jeunes qui sont déversés chaque année par les universités et qui attendent le même poste que vous occupez. Il y a de milliers de jeunes qui sortent, donc accumulés pendant ces 30 années, qui attendent ce même poste. Alors, vous avez parlé... Ça me marche, si vous permettez. Oui. Et c'est pareil, le privé doit vraiment s'installer. Les gens créent des entreprises, mais ce n'est pas à la hauteur de ceux dont on a besoin. On ne crée pas autant. Et ceux qui en créent ne gagnent pas autant pour pouvoir vraiment recruter et répondre vraiment aux exigences dans notre pays. Du coup, on ne recrute pas, soit on recrute comme le chef de l'État l'a dit dans le noir, on ne déclare pas pour pouvoir donc assumer toutes les responsabilités envers ce dernier. Et finalement, quand on fait le bilan, c'est qu'il y a le problème donc d'insertion professionnelle. Alors, vous avez parlé... Au-delà de cette raison, donc, vous comprenez qu'il y a de la démographie qui se pose. Oui. Donc, le besoin sur le marché n'atteint pas la demande des étudiants qui sortent. La deuxième raison que je vais évoquer, sinon la deuxième cause que je vais évoquer, M. Assogba, c'est la concordance entre le diplôme obtenu et le besoin sur le terrain. Autrement dit, entre la formation et le besoin sur le terrain. Le besoin sur le terrain. Vous avez votre entreprise, vous avez besoin de compétences. Mais le jeune qui a obtenu son baccalauréat est allé s'inscrire, malheureusement, je veux bien, mais je ne vais pas citer de filière sur votre plateau. Certaines formations qui n'ont rien à voir avec... Qui n'ont aucun lendemain, d'abord. Et il finit brillamment, il obtient son diplôme, mais il n'y a pas une structure sur le terrain qui a besoin d'une telle formation, d'une telle compétence. Il tombe dans la famille de ceux qu'on va appeler les diplômés sans emploi. Et ce nombre est tellement élevé, c'est grand. La plupart donc de ceux qui sont d'ailleurs dans cette famille souffrent de cela. Parce qu'ils ont fait une formation dont on n'a pas besoin. Ils n'ont pas des compétences pour qu'ils travaillent pour créer de la richesse. Ils ont acquis des connaissances qui ne seront pas utiles pour le privé. Lorsque vous créez votre entreprise, c'est pour faire de la richesse, c'est pour faire du bénéfice. Ce n'est pas pour recruter des gens, ce n'est pas du social. Tout à fait. Vous créez votre entreprise pour le profit. Le profit, pour faire du bénéfice. Mais si vous recrutez quelqu'un qui n'a pas les compétences pour vous aider à créer de la richesse, et donc par conséquent, pour créer ce profit, celui-là ne vous est pas utile. Et donc il y a de milliers de jeunes aujourd'hui au Bénin qui n'ont aucune compétence, disons-le tout simplement comme ça. Aucune compétence, et donc ne seront pas utiles dans ces entreprises-là. Au niveau de l'État, c'est saturé. On ne peut que espérer que le privé donc recrute, même si ce n'est pas vraiment ce qu'on attend comme traitement, etc. On va en revenir. Mais ce privé, cette entreprise, ce promoteur n'a pas besoin de vous parce que vous n'avez rien à revendre. Et donc, c'est déjà ces deux raisons principalement que je peux citer pour justifier ce qui se passe aujourd'hui en termes de chômage, en termes de difficultés que les jeunes rencontrent pour donc rentrer, avoir accès au monde professionnel. On va revenir beaucoup plus sur la formation parce que on ne peut pas quand même éradiquer cette raison relative à l'effectif, à la démographie dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais la seconde raison fondamentale, parlant de la formation, est-ce qu'il ne se pose pas une question de manque d'orientation déjà depuis la base? Parce que aujourd'hui, des jeunes qui vont à l'université, qui vont choisir des filières, c'est aussi en fonction
de ce diplôme de baccalauréat qu'ils ont obtenu. Par exemple, celui qui fait un bac de série A ne peut pas aller s'inscrire en mathématiques ni en PCT. C'est une licence Alors, dans les sciences. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la réelle cause qui peut peut-être pousser aujourd'hui ces jeunes-là à aller choisir n'importe quelle formation à l'université? D'accord. Vous avez bien fait de mettre l'accent là-dessus et je suis d'accord qu'on peut intégrer le volet orientation dans les paramètres, sinon dans les raisons pour lesquelles les jeunes sont au chômage. Rapidement, il faut dire que lorsque vous finissez une formation, vous faites une formation, mais vous commencez d'abord, vous ne finissez pas, vous commencez, mais vous n'avez pas vraiment les aptitudes pour tenir. Au lieu de finir avec la licence, vous faites 2 ans en première année parce que vous n'avez pas pu valider, vous allez échouer, vous allez dire que vous aussi vous êtes diplômé sans emploi. Vous avez fait au moins un petit parcours à l'université. Alors, il est vrai que ça doit être une solution, enfin l'orientation. Il est vrai qu'on doit commencer, si je comprends bien votre question, depuis la base. Il est vrai qu'on doit orienter également les jeunes une fois à l'université. Mais à mon sens, le réel problème, ce n'est pas la question de l'orientation. Le réel problème, c'est que même si vous êtes bien orienté, et que le marché ne recrute pas. Ne recrute pas. La difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, que les jeunes rencontrent, ce n'est pas que dans ce domaine, il y a du manque. Non. Enfin, dans une certaine mesure. Mais beaucoup plus, je réponds non. Mais si votre... le seul moyen par lequel vous jurez, c'est un diplôme et donc j'ai droit à un emploi, j'ai un diplôme et donc on doit me recruter, vous pouvez avoir pris part, vous pouvez avoir obtenu, vous pouvez être titulaire, je veux dire, du meilleur master au monde. Si on doit vous recruter et que dans ce secteur c'est saturé, c'est que c'est saturé. Mais la nuance, c'est que si vous faites les nouvelles formations, parce qu'il y a de nouveaux métiers. On va revenir sur ces propositions tout à l'heure, surtout dans votre projet que vous défendez depuis plusieurs années, je l'ai dit en titre. Cela voudra dire aujourd'hui les réelles conséquences sur le chômage aujourd'hui, c'est ce que nous constatons sur le terrain où l'état des lieux est vraiment pathétique dû à cette formation qui n'est pas forcément en adéquation avec le marché d'emploi. Également, l'effectif aujourd'hui qui est pléthorique. Mais si on essaie d'analyser tout ça, il faut forcément trouver, n'est-ce pas, des solutions pour y remédier. Même si les solutions, le gouvernement déjà tente chaque jour de faire un peu plus. Alors, selon vous aujourd'hui, quelles seraient les réelles solutions qu'il faut si on devrait peut-être se pencher d'abord du côté du gouvernement? Parce que, qu'on le veuille ou non, l'État est responsable. C'est l'État qu'on doit doter aujourd'hui par rapport à certaines conditions de ces jeunes dans le pays. Le gouvernement devrait faire quoi concrètement, selon vous, pour qu'il y ait moins de chômeurs au Bénin? Alors, le gouvernement fait déjà beaucoup, mais nous ne pouvons pas constater les résultats, ou bien l'impact automatiquement. Les questions de développement s'étendent sur plusieurs années. Sur plusieurs années, plusieurs décennies. Lorsque un gouvernement décide de mener une action, et donc qui évidemment la met en œuvre, et met les moyens, c'est qu'il faut attendre plusieurs années avant de constater que ça marche. Mais pendant ce temps, les gens pleurent. Pendant ce temps, les gens sortent des universités. Donc, les propositions que nous allons faire, ne voyez pas derrière des propositions à impact insuffisant ou pas rapide. Le chef de l'État en place, le président Patrice Talon, est dans une vision extraordinaire, à mon sens, qui fait beaucoup d'efforts, comme ses prédécesseurs. Mais je pense beaucoup plus. Est-ce qu'un État peut faire pour aider sa jeunesse dans ce domaine? C'est de mettre les moyens
pour faciliter la tâche au privé, aux entreprises privées. Un État ne peut pas à lui seul tout recruter. C'est impossible. L'État a quoi? Je l'ai cité tout à l'heure. L'État veut recruter pour mettre où? Dans les ministères. Il y a combien de postes dans un ministère? Il y a combien de ministères au Bénin? Si on fait le point, est-ce qu'on va atteindre 1000? Je ne sais pas. Pas évident. Alors que chaque année, des universités déversent il y a combien de directions? Des milliers d'étudiants. Il y a combien de directions départementales? Il y a combien de sociétés d'État? Etc., etc. Mais si on a 12 millions de Béninois, on peut avoir, je dis n'importe quoi, 3000 entreprises, on peut avoir 4000 entreprises qui tiennent. Et donc l'État doit faciliter la tâche à la création, enfin, faciliter l'environnement pour la création des entreprises et surtout pour que ces entreprises restent. Je crois que le gouvernement fait déjà des efforts. On a vu la loi des finances exercice 2022. J'étais surpris d'apprendre qu'il faut par exemple, quand vous êtes dans le canevas des entreprises qui font moins de 50 millions de chiffre d'affaires, donc il faut payer le TPS, il faut payer 10 000 et la publicité passe. C'est des mesures qui vont permettre aux entreprises de tenir. Et lorsque vous... Et par conséquent de recruter. Le gouvernement, enfin, sinon le chef de l'État, je l'ai rappelé tout à l'heure, quand il a rencontré les travailleurs, a dit que désormais, si quelqu'un travaille, enfin recrute au noir, il sera puni. C'est pour une pression qu'on met comme ça aux entreprises, si on vous facilite la tâche. Afin que les futurs travailleurs soient mis dans des conditions normales. Et ce n'est que des mesures, c'est des exemples de mesures qui vont aider. Il y a des jeunes qui travaillent, mais qui ne sont pas reconnus. Est-ce qu'on va dire que celui-là bénéficie vraiment de son travail? Au contraire, il vient le matin, il réfléchit à quoi faire pour partir demain, pour trouver mieux. Et celui-là, on va le compter, il va se compter également parmi les chômeurs ou bien les diplômés sans emploi. Au-delà de ça, l'État doit travailler sur le contenu à travers les ministères, indiquer le contenu de la formation que nous donnons. Et il faut le rappeler, l'État a même déjà commencé quand le chef de l'État, à travers son gouvernement, essaie quand même aujourd'hui de promouvoir les lycées techniques et professionnels au détriment de l'enseignement général. Et c'est une belle initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas encore le résultat comme cela se doit. Enfin, ça n'a pas encore commencé. Mais l'idée de promouvoir ou de créer beaucoup plus de lycées, selon moi, est une belle idée. Mais il va falloir vraiment la mettre en œuvre et être rigoureux dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous apprenons dans les écoles et à quoi ça sert quand on sort de l'école? Si vous êtes sur les réseaux sociaux, certainement vous rencontrez des publications où des jeunes mettent des images où on dit, bon, voici ce qu'on nous a appris au collège, mais depuis que j'ai fini, et je ne sais pas à quoi ça m'a servi dans la vie active. Et ça fait rire. Cela voudra dire la question sur le contenu dont vous parlez pose beaucoup de problèmes. Le contenu des formations. Écoutez, des gens qui finissent, on fait 7 ans, je crois bien, de la 6e en terminale, mais incapables de s'exprimer en anglais. On ne peut pas tenir en anglais, alors que ça s'impose aujourd'hui, l'anglais. Mais on fait 7 ans. Il y a quelqu'un qui vient et dans la classe, un enseignant qui nous transmet les connaissances pendant 8 mois ou bien 9 mois, et on le reçoit au moins une fois par semaine pendant 7 années, et nous sommes incapables de tenir. C'est juste un exemple, et c'est la même chose dans toutes les matières. Quelle est la préoccupation du jeune élève? C'est comment faire pour valider. Comment faire pour avoir 10 de moyenne et aller en classe supérieure? Le reste, rien.
on n'est pas préoccupé par ça. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour contraindre les jeunes? Est-ce que le passage en année supérieure doit être vraiment la condition? C'est vrai, il faut une mesure. Si on commence, il faut qu'à un moment donné, on puisse dire, oui, lui, il mérite d'avoir ce diplôme. Donc, il faut des évaluations, il faut des examens, etc. Je n'ai pas la solution, mais je me demande si c'est vraiment ce qu'il faut. Parce que comme on met ça comme baromètre, tout le monde veut remplir cette condition. Et se fait compter désormais parmi les chômeurs. Chacun se débrouille pour remplir donc cette condition-là. Des tricheries, des corruptions, etc., etc. Et on se retrouve devant quelqu'un qui a le diplôme, mais difficilement il peut tenir en français. Difficilement, il finit l'examen, il finit l'année, mais il ne peut pas résumer tout ce qu'il a fait au cours de l'année passée pour aider son petit frère qui vient donc le remplacer dans cette salle. Il ne peut pas. C'est des exemples que je donne pour que vous puissiez voir la gravité en fait de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Et donc si on crée, c'est pour dire, si on crée des lycées techniques et professionnels, il faut cette rigueur. Il faut un accompagnement dans le contenu. Voilà, dans le contenu. Un lycée, c'est pour transmettre des compétences. Vous avez le lycée Koulibaly. J'ai fait la connaissance d'un jeune, comme nous d'ailleurs, qui a fait le lycée Koulibaly, et qui aujourd'hui, puisqu'on a prévu ça dans la suite, je ne vais pas anticiper, aujourd'hui s'en sort très bien, parce qu'il a appris un métier pratique. Et donc, me semble-t-il, l'ambition, donc pour la création de l'objectif des lycées. Il faut veiller à ce que les gens puissent vraiment faire ce qu'on doit faire dans un lycée. Il ne suffit pas de créer 500 000 lycées, enfin le nom importe peu, mais que ce qu'on doit faire dans les lycées soit vraiment fait. Parce que rappelez-vous, moi j'ai fait une lecture, une observation, il y a quelques années, avec le président, sous le président Yahya Boni, je crois que c'est le premier mandat, on a présenté l'agriculture, donc l'agronomie comme un secteur d'avenir. C'est normal, c'est le cas d'ailleurs. Un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est normal. Oui. Parce qu'on a dit la terre ne mange jamais. Et donc, il faut que les jeunes aillent à la terre. Mais avant, il faut qu'ils soient formés. On les envoie dans le lycée. Beaucoup de parents envoient leurs jeunes dans les lycées, agronomie, ses cours, etc. Mais quand ces jeunes finissent, ils attendent d'être recrutés pour aller côté des paysans, des agriculteurs. Donc, eux, ils sont des bureaucrates pour dessiner les schémas. Et voilà comment ça doit se passer, et ainsi de suite. Et les cultivateurs vont exécuter. Alors que normalement, ils devraient être également des pratiquants. Des pratiquants. Des agriculteurs également. Oui. Et donc, beaucoup ont fait ça et sont au chômage. Il ne faut pas qu'on crée des lycées et qu'on travaille comme on l'a fait il y a quelques années, pour qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on retrouve des jeunes qui ont fait les lycées, mais qui sont encore au chômage. Il ne faut pas que ça arrive. Donc, c'est moi ma crainte, et je suis sûr que le président Patrice Talon, avec son gouvernement, je suis sûr que les dispositions seront prises pour qu'on veille vraiment à ce paramètre-là. C'est un véritable piège. Patrice Talon ne fait rien au hasard. Éviter. Voilà. Ne fait rien au hasard. Quand il a commencé, il a posé des pas, moi, qui ne sont pas passés inaperçus, pour expliquer à la jeunesse ce qu'il attend d'elle. Donc, l'annonce de la création des lycées, pour la réduction des collèges, il a reçu un jeune ébéniste pour dire, c'est un message fort en fait, c'est vers ça que je vous envoie. C'est ce que je veux pour vous, pour que demain, on ne parle plus de chômage. Il a fait mieux. Il y a un projet qui est toujours en cours, où les PSIE, je crois, où les entreprises peuvent donc aller sur une plateforme et recruter des jeunes qui ont des compétences, qui ont suivi des formations professionnelles. Et moi, je dis, c'est la question du volontariat autrement. Tel qu'on l'a fait il y a combien?
quelques années. Quelques années. Sous le président Yahya Boni. C'est la question du volontariat autrement. Mais le président Patrice Talon a dit, je ne veux que ceux qui ont fait des formations professionnelles. C'est un message fort. C'est un message fort que la jeunesse doit lire. Savoir lire entre les lignes, savoir lire entre les différentes décisions et pas que pose le président Patrice Talon pour savoir quoi faire pour garantir son avenir. Alors, vous avez proposé plusieurs solutions. Vous avez apprécié également d'autres solutions proposées par le gouvernement, des solutions qui sont en passe d'être réalisées par le gouvernement de Patrice Talon. Mais aujourd'hui, quel devrait être le rôle des parents dans cette situation, selon vous? Des parents sont à la maison, le parent envoie son enfant à l'école. Tout à l'heure, vous avez dit, sous le régime Yahi, quand on a commencé avec l'agriculture, beaucoup de parents aujourd'hui, beaucoup de parents à l'époque envoyaient leurs enfants dans les lycées pour se faire former en agronomie et autres. Mais aujourd'hui, vu la situation, selon vous, quel devrait être le rôle des parents pour éradiquer à jamais ce phénomène? Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je voudrais, si déjà on peut commencer par évoquer le sujet de la seconde corde à mon arc, parce que le rôle des parents occupe une place capitale dans la solution que moi j'apporte. Et donc, je ne sais pas si ça entre bien dans la Allons-y seulement, allons-y, votre projet qui parle de la seconde corde à mon arc. Je veux réellement savoir. C'est vrai que peut-être vous allez mettre ensemble avec les solutions des parents. Allons-y. Alors, la seconde corde à mon arc, c'est un projet de sensibilisation, de formation, d'orientation. C'est pour dire aux jeunes, nous comprenons que vous vous battez, mais vous devez faire mieux. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, les réalités ne sont plus les mêmes que celles que nos parents ont connues. Il faut d'abord accepter ça. Si nous n'acceptons pas ça, tout le reste serait difficile. Oui. Il faut accepter qu'aujourd'hui, il y a les téléphones Android et que hier, non. Il faut accepter qu'aujourd'hui, il y a Internet et que hier, non. Et comme nous tous, nous avons accepté, les exemples que j'ai cités tout à l'heure, il faut également accepter que hier, les facilités que nos parents ont eues, côté emploi, nous ne les avons pas. Ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, qu'il y a plus de difficultés. Et qu'il faut savoir qu'on doit donc se lever et relever le défi. En quoi faisant donc? Lorsque ce préalable est fait, chaque jeune doit donc se battre de son côté. Nous, notre solution, la seconde corde à mon arc, le nom en dit long. Seconde corde à son arc, avoir une haute activité de revenu en quelque sorte. En dehors de la principale, si vous voulez. La principale, dans notre contexte ici, c'est le diplôme que vous avez. Vous êtes étudiant. Vous avez fait tout le parcours nécessaire. Vous avez votre diplôme. Vous êtes censé travailler dans ce domaine. Normalement. C'est votre première corde. Enfin, c'est votre première corde, mais elle ne fonctionne pas. Dans un cas pratique, supposons, je prends un cas palpable, je suis allé à l'université, je me suis formé en journalisme. Désormais, c'est l'activité principale. Maintenant, il faut une autre activité pour permettre d'une autre source de revenus, n'est-ce pas? Oui. Puisque vous avez fini votre formation, on doit vous recruter, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas assez de chaînes de télévision, chaînes de radio, il n'y a pas d'organes de presse. Le terrain est saturé, ou bien ce qu'on vous propose dans ces entreprises n'est pas vraiment ce que vous voulez. Votre diplôme est là, mais allez chercher des formations. Vous mettez ça de côté carrément et vous cherchez autre formation. Voilà, formation pratique. Quelqu'un qui fait l'histoire, la géographie, les sciences juridiques, la sociologie, anglais, marketing, action commerciale, comptabilité, tout ce que vous voulez. Tous ceux-là ont leur diplôme, mais aujourd'hui, ce n'est pas utile. C'est une réalité, ce que je dis.
et les téléspectateurs qui nous suivent doivent savoir, et je demande à chacun de faire l'exercice. Regardez dans votre quartier, dans votre maison, si vous êtes jeune, et prenez une feuille, enfin, ce n'est pas une interrogation, vous allez voir, vous allez commencer par noter, vous allez compter tout au moins 5 jeunes aînés à vous, dans votre quartier, qui ont fini leur formation il y a 5 ans, il y a 3 ans, mais qui traînent toujours. Et qui sont à la maison. Qui sont à la maison, comme vous. Et vous, vous faites la même chose que ceux-là. Vous allez finir comme eux. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez déjà fini votre formation ou vous êtes en formation, vous êtes encore étudiant. Allez faire une formation pratique. Coiffure, mécanique, menuiserie, photographie, etc. etc. Toute activité qui pouvait permettre de vivre pour l'instant en attendant qu'on ne soit peut-être recruté. Tout ce que vous pouvez faire, afin qui vous donne des compétences. On sait que lui, quand on l'appelle, il peut transformer ceci en cela. Il peut créer de la richesse. Quand vous allez faire ça, au bout de quelques moments, vous allez pouvoir vous en sortir en attendant que le diplôme que vous avez obtenu. Mais certains diront, monsieur Chidéi, qu'ils auront honte, par exemple, d'avoir un master en tel domaine et revenir encore en arrière pour aller apprendre un métier. D'accord. Quel est l'objectif? Est-ce que vous voulez, je vais le dire terre à terre, manger? Est-ce que vous voulez subvenir à vos besoins? Ou vous voulez paraître? Vous voulez vous mettre, oui, vous voulez montrer aux gens que vous avez tel nombre de diplômes et que vous vous en sortez bien. Quand vous envoyez des messages, s'il te plaît, donne-moi 5 000, prête-moi 10 000, et quelqu'un a pitié de vous, je le dis de cette façon, et vous envoie ça, vous allez sortir avec, vous allez vous habiller tout pimpant, sortir pour montrer que vous avez de l'argent. Ça va finir. Est-ce que c'est cette vie que vous voulez mener? Est-ce que vous voulez compter sur les parents? Je ne parle pas à ceux qui ont des parents qui ont des millions dans leur compte. Ça, c'est un autre cas qu'on pourra traiter. Ça n'entre pas dans le cadre de ce projet. Ici, c'est un cadre beaucoup plus général, parce que combien de parents ont des millions dans leur compte? C'est aussi une question. Si vous voulez vraiment vous battre pour vous en sortir, voilà la solution que je vous propose, M. Asogba. Il n'y a pas de honte en la question. Vous avez des compétences, vous allez les faire valoir pour gagner de l'argent. Pour vous mettre en valeur. C'est mieux que d'avoir des diplômes. Vous avez un classeur, il y a tous les diplômes dedans, et vous rangez à la maison. Quelqu'un a dit qu'un diplôme, ce n'est qu'un papier. Beaucoup l'obtiennent, mais ne peuvent même pas ne peuvent même pas refléter ce qu'ils sont censés être. En fait, vous avez un diplôme dans un domaine, vous êtes censé être tant. C'est ce que vous confère le diplôme, en fait. Mais vous êtes incapable de répondre à ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, le diplôme, ce n'est qu'un papier. Et puis, j'ai entendu ça. J'ai entendu un jour, dans le cadre de ce projet, quand je suis reçu sur un plateau de radio, où le monsieur disait, invité comme moi, qu'en réalité, le diplôme, ce n'est pas pour qu'on trouve de l'emploi. Quand on nous forme, quand on va à l'école et on obtient le diplôme, ce n'est pas pour être recruté. Mais c'est pour apprendre comment se comporter dans la vie. Mais quand vous dites ça, monsieur Sessou, c'est vrai que vous allez peut-être apporter la clarification par rapport à cette déclaration, mais certains diront aujourd'hui, pour qu'une entreprise vous recrute, a besoin forcément de votre diplôme. Encore que nous sommes dans un système beaucoup plus francophone. C'est pour cela, effectivement. Et je vais faire cette précision en même temps. Allons-y. Le projet La Seconde Corde à mon arc ne dit pas aux jeunes de ne pas aller se faire former dans les universités. Enfin, ne pas obtenir le diplôme. Il faut obtenir son diplôme d'abord. Le diplôme est important. Parce que nous sommes dans un système francophone, comme vous l'avez dit. Mais c'est une réalité que
que les diplômes sont là, mais que les jeunes n'arrivent pas donc À être recrutés et deviennent tout ce que vous savez. On investit dans le téléphone portable parce qu'on sait qu'avec ce téléphone, on pourra faire des choses. On investit dans la connexion parce qu'on sait qu'avec ça, on pourra donc escroquer. Beaucoup font ça. Donc, en attendant qu'on nous appelle un jour, je prie Dieu que ce jour arrive pour chacun, mais il faut être en train de tenir en attendant. Il faut pouvoir laisser les parents en paix, comme on le dit. Et donc, battez-vous pour obtenir le diplôme. Et donc, c'est pourquoi je vais dire, voilà, que notre réalité n'est pas la même que celle de nos parents. En ce moment, eux, il suffit d'avoir le diplôme et donc d'être compétent. Et l'emploi vous appelle. Mais aujourd'hui, nous allons faire mieux, ou plus, je veux dire, courons pour avoir le diplôme. Maintenant, allons chercher d'autres compétences ajoutées à ces diplômes pour pouvoir donc espérer travailler pour avoir donc des entrées et subvenir à d'autres besoins. D'où la responsabilité surtout des parents aujourd'hui d'inciter leurs enfants, une fois le cursus scolaire terminé, de penser à faire autre, à commencer une autre activité. Est-ce que c'est une autre manière de faire appel à l'entrepreneuriat, selon vous, M. Chideg Sessou? Alors, avant de répondre à la question de l'entrepreneuriat, vous avez parlé des parents. Il faudrait qu'on en parle parce que c'est important. Allons-y. Les parents ont un rôle capital à jouer pour aider leurs enfants. Celui qui accepte faire sa formation universitaire et parallèlement aller apprendre un métier pratique, couture, coiffure, tout ce que vous voulez, les parents doivent mettre les moyens à leur disposition. Tel qu'on est prêt à payer des centaines de mille dans une université privée pour que mon enfant obtienne la licence, le master, on doit être prêt. On doit savoir qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, ce qui est normal en fait. On doit être également prêt à lui payer des centaines de mille dans un centre de formation pratique. Où il doit faire tout au moins, je dis bien tout au moins 1 an de formation. Il n'y a pas de formation à faire en 3 mois. C'est un piège. C'est un piège. Ce n'est qu'une une initiation. Si vous connaissez un domaine, pratiquer, et pour pouvoir rendre des services dans ce domaine, 3 mois ne suffit pas, selon moi. Et donc les parents doivent être prêts. Et éviter également ce piège. Voilà. Des formations de 3 mois, oui, des formations de 2 mois. À aider leurs enfants et donc à mettre les moyens. Parce qu'un centre peut dire, pas qu'ils ne font pas du bon, mais on peut tout faire en 2 mois. C'est 50 000. Couture, 2 mois, c'est 50 000. Et un autre centre va dire, je prends 400 000. Et c'est 1 an. Il y a beaucoup de centres à Cotonou. On ne va pas leur faire de la publicité. Non. 400 000, 500 000. Vous allez dire, non, mais pour apprendre la couture, comment on va payer 400 000? Non. Mon enfant va là où on dit que c'est 50 000. Votre enfant sera initié. Il finit. Il connaît l'environnement, l'écosystème de la couture. Mais il ne peut pas faire des offres de services. La compétence ne serait pas au rendez-vous. Il ne peut pas rendre des services et gagner de l'argent à partir de là. C'est un piège à éviter. Parce que beaucoup se disent, ah, je suis en train de faire une formation à côté de ce que je fais à l'université. Oui, non, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas fini. Il faut être sûr que vous avez vraiment suivi la formation et que vous avez les compétences qu'il faut et que cette formation peut même remplacer votre formation universitaire. C'est le cas pour beaucoup aujourd'hui. Ce que nous avons appris, et donc les exemples que j'ai cités, quand j'ai demandé aux gens de prendre dans leur quartier, etc., posez la question à ceux qui sont proches de vous. Quelqu'un qui a fait son master dans un domaine donné, mais ce qui fait qu'il gagne sa vie, ce n'est pas ce qu'il a appris à l'université. J'en suis un exemple. Ce que j'ai fait à l'université d'Abomey-Calavi n'a rien à voir avec ce qui me permet aujourd'hui de joindre les deux bouts en griffe. Voilà. Ça n'a rien à voir.
C'est le cas pour des milliers de jeunes. Et ceux qui sont à la maison seront en train d'osser la tête, je suis sûr. Alors, sur la question de l'entrepreneuriat, parce que c'est très important. Oui, toujours, voilà, l'entrepreneuriat, les parents, on va l'intégrer également, c'est important. Ce que je propose, ce n'est pas l'entrepreneuriat tel que nous l'avons pensé pendant des années. C'est vrai, ça débouche sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on a toujours pensé qu'il faut avoir un fonds d'investissement et voilà. puis il faut investir dans quelque chose. Ce qu'on chose. nous a toujours appris ou ce qu'on nous a permis de comprendre, ce qu'on nous a conseillé, c'est que, bon, monsieur Assogba, il faut que vous entrepreniez, il faut que vous fassiez que, ah d'accord, bon, rédigez votre document, je vais faire dans tel domaine, ceci, cela, en fait, on va chercher le financement, ainsi de suite. C'est zéro, ça n'existe plus. On doit comprendre ça. C'est pas ce que j'enseigne. C'est pas ce que je recommande. C'est pas ce que je conseille. Avant d'entreprendre, il faut suivre une formation dans le domaine qui vous intéresse. D'où la question de la formation pratique dont on a parlé tout à l'heure. Monsieur Assogba, vous voulez créer un centre de stylisme, confectionner de beaux tenues pour les Béninois. Qu'est-ce que je vous invite à faire? Aller dans un centre d'abord qui forme. Je dois me faire former d'abord dans le domaine. Dans ce domaine-là. Pourquoi je propose là? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas aux riches, excusez-moi. Si vous ne vous faites pas former, mais vous avez le projet, c'est bien écrit, tout. Vous avez l'argent. Vous allez créer votre centre, vous allez créer votre maison de couture, d'accord? Pas forcément un centre, mais pour le service. Vous allez recruter des employés. Vous allez payer les charges. Vous allez tout faire pour être au pas vis-à-vis de l'État. Donc, les impôts. La question d'impôts. Etc. Vous allez vous payer vous-même votre salaire en tant que patron, le PDG. Mais l'investissement sera grand. Mais une entreprise qui voit le jour aujourd'hui, moi je donne 6 mois ou 1 an avant qu'on ne commence vraiment pas à jouir de ça. C'est par observation et par l'expérience que je parle. D'autres personnes peuvent avoir une autre solution, un autre avis. C'est libre. Mais nous serons quand même d'accord sur le fait que quand vous créez votre entreprise aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous gagnez de l'argent. C'est un investissement. Le retour sur l'investissement n'est pas automatique. Maintenant, sur quoi vous voulez prélever pour payer ceux que vous avez recrutés? Voilà que si vous ne recrutez pas, vous ne pouvez pas produire. C'est pour ça que je recommande la formation. Vous êtes vous-même l'entreprise. D'ailleurs, elle n'existe pas encore, mais vous avez des compétences. Et ce que vous allez chercher à faire, c'est le matériel. On vient vers vous. Vous rendez le service, vous prenez votre argent. Vous rendez le service, vous prenez votre argent. Et dans un système de gestion d'entreprise, de gestion de revenus, qu'on va apprendre aux jeunes, à d'autres occasions, vous pourrez économiser pour maintenant mettre en place l'entreprise. Dans un système de gestion d'entreprise, de sous-traitance, etc., vous pouvez me solliciter parce que j'ai suivi la même formation que vous, mais je n'ai pas encore les moyens, parce qu'on vous a confié 2 costumes à faire et que vous n'avez pas le temps et qu'on doit livrer demain, me confier un costume pour que je puisse faire, vous comprenez un peu, et vous gagnez, moi aussi je gagne, mais vous allez être bien vu par le client parce que vous en ainsi là, vous sollicitez des prestataires. Des prestataires. De façon ponctuelle. Pour un temps, avant maintenant de mettre en place vraiment l'entreprise, de créer une grande maison, etc. Dans le temps. Si vous ne procédez pas ainsi, pour un jeune, pour la plupart des jeunes, qui n'ont rien, excusez de le dire, mais qui veulent quand même travailler, il n'a pas 5 millions pour créer. Acheter les machines, quand on prend l'exemple, quand on continue toujours dans le même exemple, pour acheter les machines, et recruter 2-3 personnes, lui-même aller s'asseoir dans un bureau pour dire, voilà, je prends les commandes, ou bien secrétaire, etc. Il n'a pas ses moyens. La solution, c'est que les parents l'aident, les amis l'aident à aller payer les 400 000 quelque part
Ou que même si on n'a pas 400 000, qu'on aille voir l'oncle qui reste au bord de la rue, qui est couturier, qui fait de bon travail, pour qu'il accepte de rester auprès de cet homme pendant 2 ans, pendant qu'il est encore étudiant. C'est possible. Et à chaque fois, dans ce temps libre, il pouvait, n'est-ce pas, profiter en même temps pour apprendre quelque chose chez l'oncle. C'est ça. Donc c'est comme ça que je vois la question de l'entrepreneuriat. S'il finit comme ça, il procède ainsi, au bout de 2 ans, 3 ans, il va dire, maintenant j'ai créé mon entreprise. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Et là, les parents aussi interviennent en faisant quoi? Vous savez, pour créer une entreprise, c'est difficile. C'est beaucoup de moyens. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui existent également sur le terrain, qui rendent déjà des services, qui sont peut-être plus compétentes que vous, qui ont une expérience, qui ont des cahiers d'adresse, etc., etc. Qui sont des concurrents. Concurrents, et vous venez maintenant sur le marché, il faut tout faire pour prendre une part de ce marché-là. Eux, ils ont déjà cette expérience. Vous allez courir, il y a maintenant un temps de sacrifice. Montrez que vous connaissez tel métier, vous savez bien le faire. Et ça, il faut un temps pour ça. Allez vendre des services gratuitement s'il le faut. Parce que c'est quand vous allez faire ça que moi je saurai que vous sachez faire, que vous êtes bon. En ce moment, qu'est-ce que le jeune va manger? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc les parents ne doivent pas laisser leurs enfants finir l'université, avoir la maîtrise, le master, le doctorat, parce qu'il y en a aussi, avant de leur dire, mon fils, ça ne marche pas, va entreprendre quelque chose. Non, c'est pendant qu'il a... Il faut anticiper. C'est pendant qu'il est encore, même au collège, ou qu'il a eu le bac, qu'on lui dit, bon, tu vas à l'école, mais tu fais également cette formation. Les deux en même temps. C'est notre sacrifice, c'est notre sacerdoce. C'est notre génération qui doit faire ça. Je finis cette explication rapidement. Et quand il est en train de faire les deux, le parent l'aide à finir la formation et l'aide à s'installer pendant qu'il est encore étudiant. L'entreprise reste à la maison. Il ne va pas payer l'électricité, l'eau, le loyer, il ne va rien payer de tout ça. Le peu qu'il retrouve comme entrée, il pourra donc économiser sur cette base-là, avec des techniques qu'on pourra leur apprendre après, à d'autres occasions, pour que lui, quand il va finir cette phase, et son entreprise sort vraiment de la maison, qu'il soit vraiment une entreprise qui peut vraiment tenir face aux autres qui sont déjà sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur Chidérik Carlos Sessou. Vous êtes conseiller en orientation socio-professionnelle et coordonnateur du projet La Seconde Corde à Monac. Vraiment, merci beaucoup. Le temps imparti est allé très vite. Est allé très vite. On va vous retrouver peut-être très prochainement pour développer davantage ce volet-là qui devient très préoccupant pour réduire le chômage au Bénin. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de Free Speech. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre rendez-vous. À très bientôt.